Bon, on va commencer. Alors, avec un peu de retard, mais je vous souhaite à tous une bonne année et je vous dis qu'on est heureux de vous trouver en présentiel et nous espérons qu'on pourra aussi pour les prochaines conférences être en présentiel. Voilà. Et avant de commencer, juste quelques informations concernant nos activités dans le futur proche. Il s'agit surtout d'un atelier et une conférence dont je vais vous parler. En vous rappelant à ceux qui n'ont pas l'habitude des ateliers que les ateliers sont des réunions pour des discussions informelles de maximum 15 à 20 personnes sur un sujet d'actualité. Si vous voulez faire partie d'un atelier, vous pouvez vous inscrire, mais assez rapidement, près du secrétaire. Alors, on commence justement par un atelier parce que le vendredi 4 février, Chercheurs Toujours vous invite à un atelier qui portera sur la ville intelligente et la révolution cybernétique, analyse de l'urbanisation et son impact social et politique. Comme vous voyez, on n'a pas que des conférences scientifiques. Voilà. C'est animé par Gabriel Perriès, professeur à l'Institut des Mines Télécom, Business School Evry et chercheur rattaché au LINX École Polytechnique à Paris-Saclay. La prochaine conférence, elle aura lieu le mardi 4 mars dans ces locaux, ici, à l'Institut Curie, et sera consacrée à l'addiction au protoxyde d'azote, avec comme conférencier Claude Monneret, notre cher président, directeur de recherche honoraire au CNRS, et président honoraire de l'Académie de pharmacie, et Caroline Vigneault, pharmacologue, professeure des universités, praticienne hospitalière à Nantes. C'est ça. Bon. Alors, je profite aussi pour vous rappeler que toutes nos conférences organisées par Chercheurs Toujours se font en partenariat avec l'Association française pour l'avancement des sciences, l'AFAS. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à comprendre le vieillissement, sujet qui nous touche tous. Alors, nous savons que le vieillissement est un processus qui est continu et progressif et inévitable pour ceux qui en arrivent, évidemment. Un processus normal qui modifie la structure et les fonctions de l'organisme à partir de l'âge mûr. Comment et à quel niveau se font ces modifications? Alors, on va se poser plein de questions aujourd'hui. Pourquoi l'âge chronologique et l'âge biologique peuvent ne pas coïncider? Pourquoi et comment nous vieillissons? Pourquoi et comment des changements importants biologiques, physiologiques et psychologiques interviennent en amenant à des maladies neurodégénératives et à un vieillissement pathologique. Des grands progrès dans la compréhension de ces sujets ont été faits surtout ces dernières 20 années, c'est-à-dire surtout depuis le début de ce siècle. Mais il reste des questions qui sont encore en suspens. Heureusement, la recherche est là. Pour nous éclairer sur la complexité des processus qui amènent au vieillissement, je remercie vivement Jean-Pierre Henry, qui si aimablement a accepté notre invitation. Jean-Pierre Henry est vraiment très bien placé pour nous parler aussi bien de point de vue biologique que biophysique et neurobiophysique de tous ces problèmes, étant donné sa pluriformation. Ancien chercheur au CNRS à Curie,
ancien directeur de recherche de l'Institut de biologie physico-chimique et spécialiste dans tous les domaines. Ensuite, il a fait des cours en biologie à l'Université ouverte de Paris Diderot. Et si vous voulez vraiment compléter la conférence d'aujourd'hui, je vous invite de lire sa conférence là-dessus, sur ses conférences sur le vieillissement, sur le YouTube. C'est ça, mais tu en parleras peut-être davantage. Alors, pour une meilleure compréhension de la complexité du sujet, nous vous proposons de séparer en plusieurs parties cet exposé. Ainsi, on fera plusieurs arrêts vous permettant de poser des questions spécifiques. Et ensuite, il y aura à la fin, on vous laisse du temps pour les questions générales. Je laisse maintenant la parole à Jean-Pierre, avant de vous la donner à vous tous pour une discussion que j'espère fructueuse et animée. Bonne conférence. Merci, Monica. Bonjour. Donc, quand elle a dit que j'étais particulièrement bien placé, je ne sais pas si c'était que je suis particulièrement vieux, mais en tout cas, on va essayer de couvrir pas mal de sujets à ce propos. Donc, le schéma, le dessin qui est présenté là, c'est ce que me demandait Claude Bonneret. C'est une peinture qui représente les trois moires, avec celle qui file la vie, celle qui tisse la vie et celle qui coupe la vie. Donc, nous allons nous placer un peu dans cette perspective-là. Alors, la première chose que je voudrais vous montrer, c'est le fait qu'effectivement, l'INSEE nous montre que la durée de vie augmente au cours des années depuis déjà pas mal de temps. Hein. À l'exception des guerres, vous voyez qu'on est passé de quelque chose qui était aux alentours de 20-30 ans à quelque chose qui est aux alentours de 80 ans. Ça, c'est français, hein, c'est INSEE. Et le résultat mathématique de cette affaire-là, c'est qu'on va augmenter la taille de la population âgée. Donc ici, toujours selon l'INSEE, 2020 est ici. Les 75 ans ou plus sont moins de 10%, et en 2070, ça sera le double, il sera près de 20%. Donc si vous voulez, cette augmentation de cette population de personnel âgé va avoir d'immenses conséquences, tant sur le poids économique que sur le plan médical. Et donc, il importe la définition du vieillissement, Rodica vient de le dire, voilà ce que vous trouvez dans les livres, déclin progressif des fonctions physiologiques et psychologiques, conduisant exponentiellement à la prévalence et à l'incidence de certaines maladies chroniques, cancer, diabète, maladies cardiovasculaires, maladies neurodégénératives, etc. Donc, le tout, c'est de faire un peu comme cette personne, Jeanne Calment, morte à 122 ans, qui reste la doyenne de l'humanité et qui, apparemment, s'est pas trop mal débrouillée. Alors, en ce qui concerne la recherche, effectivement, la pression dont je viens de parler fait qu'actuellement, il y a de nombreux travaux qui travaillent sur cette histoire. Je suis d'accord avec ce que vient de dire Rodica. Depuis une vingtaine d'années, les choses ont un peu changé. Il y a de nouvelles revues qui apparaissent. Hein. Aging, Cell, qui est un clone Aging Cell, un clone de Cell. Nature a aussi un clone. Donc vous voyez, des grandes revues, et maintenant, ça sort à tour de bras, à jet continu, là-dedans, du point de vue, je parle du point de vue des biologistes. Alors, ça, transhumanisme, vous avez entendu parler, c'est plutôt la Silicon Valley, qui imagine qu'en faisant les recherches, en mettant le paquet, on pourra aller jusqu'à faire disparaître la mort, etc. Donc, là aussi, il y a des quantités d'argent extraordinairement élevées qui sont mises en route, et avec des résultats qui ne sont pas forcément ceux que les gens attendent, mais il y a beaucoup de recherches qui se font dans le domaine. Alors,
réflexion d'un biologiste. Quand on parle de vieillissement, vous avez parlé de quelque chose d'inévitable. Alors, l'idée qu'on se fait, c'est que tout le monde va vieillir, et en particulier, dérivé de ce que pensent les évolutionnistes, au-delà de la reproduction, l'avenir de l'espèce est assuré, donc les individus pourraient disparaître. Et effectivement, si vous regardez ce joli petit animal, l'éphémère, il a une larve aquatique qui vit 3 ans. Quand elle émerge, la femelle et le mâle se reproduisent en vol, la femelle va pondre et elle meurt tout de suite. Elle ne se nourrit pas, elle meurt immédiatement dès que la reproduction est assurée. Donc vous voyez, c'est une solution dans laquelle effectivement le vieillissement n'existe pas. Mais il y a aussi d'autres cas dans lesquels le vieillissement n'existe pas. Cet arbre-là, qui a plutôt l'air d'un arbre mort sur cette figure-là, on me dit que c'est le plus vieil organisme connu, un père, je ne sais pas quelle est la traduction française, Bristol Cone, 4850 ans. Et donc, malgré cet aspect-là, il y a encore des cellules là-dedans, et les cellules ne montrent pas de signes de vieillissement. Déjà, de manière générale, chez les végétaux, vous pouvez faire du bouturage. Quand vous faites du bouturage, vous prenez des cellules que vous replantez qui vont redonner un organisme. Et quel que soit l'âge du végétal que vous allez utiliser pour faire votre bouturage. Cette bestiole, qui n'est pas spécialement jolie, s'appelle le rat taupe nu. Et c'est un rat qui vit en société dans le désert d'Afrique de l'Est, en sous-sol. Il ne sort pas de son sous-sol, il vit en communauté. Particularité, celui-là peut vivre 30 ans, alors que les rats-souris, c'est 3 ou 4 ans. Vous voyez, là, il y a des cas de figure qui sont étonnants. Alors en plus, il y a un truc, on a dit qu'un biophysicien anglais, au XIXe siècle, avait fait une loi qui dit qu'au-delà d'un certain seuil, la probabilité de mort augmente exponentiellement. Là, ils ont fait des études en laboratoire, ça n'est pas vrai pour cette bestiole-là. Donc, ce que je veux dire, c'est que le vieillissement n'est pas si automatique que ça. Et quand on regarde différentes formes, on voit 3 cas de figure que l'on peut distinguer. Vieillissement rapide, là on retombe dans le cas un peu de l'éphémère. Le mâle du saumon meurt juste après l'accouplement. Vous savez qu'il vit dans l'océan, en eau salée, il remonte en eau douce et il se reproduit, il pond et il meurt. Et immédiatement, donc on ne peut pas dire qu'il y ait de vieillissement dans ce cas-là. Vieillissement négligeable, les sturgeons, les tortues marines, les crocodiles, la taille maximale est atteinte avec la maturité sexuelle, mais pas la mort. La multiplication cellulaire continue à un rythme très lent, sans signe apparent de vieillissement. Donc on trouve des requins, des tortues qui ont plusieurs centaines d'années. Chez nous, le vieillissement est progressif, c'est le cas de la plupart des mammifères. La maturité sexuelle est suivie d'une période plus ou moins longue de vieillissement. Donc ça, c'est notre cas de figure. Alors, donc, ça pose un petit peu un problème au niveau de la théorie de l'évolution. En général, les évolutionnistes vont considérer que la stratégie reproductive la plus efficace, qui est le plus important pour eux, est une reproduction le plus précoce possible. Mais ils mettent un bémol, la reproduction a un coût en termes énergétiques, et s'il y a d'un côté un coût énergétique et de l'autre côté le succès de reproduction, il peut y avoir une optimisation à trouver entre précocité reproductive et développement. Donc ça peut expliquer des vieillissements où on laisse au-delà de la reproduction. La reproduction ne se fait pas forcément très très jeune. Mais quand on regarde, j'ai essayé de le voir, les hypothèses qu'avancent les évolutionnistes sur le vieillissement, alors on trouve 3 hypothèses. La première hypothèse suppose que la sélection impliquée dans l'élimination des défauts des cellules est moins efficace dans la seconde partie de la vie. Ça, c'est Bédawar. Ça n'a pas beaucoup de succès dans le milieu en question. La seconde, c'est l'hypothèse de la grand-mère. Et c'est de dire que la grand-mère va s'occuper de beaucoup de choses pour la survie du groupe et que donc ça libère plus d'énergie
pour les reproducteurs pour pouvoir avancer. Alors, c'est vrai pour les éléphants. Vous savez que dans un groupe d'éléphants, c'est toujours une vieille femelle qui mène le troupeau et c'est une grand-mère qui mène le troupeau. Et donc, j'ai trouvé des publications, vous voyez, 2021, fait en Tanzanie, où il existe encore quelques populations de chasseurs-cueilleurs et dans lequel les grands-mères jouent un rôle très important, ont une activité énorme qui permettent aux adultes de faire un certain nombre de choses, y compris de la reproduction. L'hypothèse qui est la plus répandue chez les évolutionnistes, c'est ces gros mots-là, pléiotropie antagoniste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en définitive, il y a des phénomènes qui sont avantageux dans la première partie de la vie, qui donnent un avantage sélectif à l'espèce, et que ce dispositif ne disparaît pas, et que dans la deuxième partie de la vie, au contraire, il reste pénalisant. Et donc, c'est une hypothèse que vous allez voir apparaître dans la suite de cette histoire. Donc ça, c'est l'introduction que je voulais vous faire. Alors maintenant, on va parler de choses différentes. C'est ce que a dit Rodica. En définitive, de quoi s'agit-il? Est-ce que c'est quelque chose qui est purement accidentel, comme votre grille-pain, il peut tomber en panne un jour ou l'autre, n'importe quoi? Ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose comme l'obsolescence programmée qui se défait lentement en fonction du temps, etc. etc. C'est ce qu'on va essayer de voir, c'est les questions qu'on va essayer de se poser. Et la première manière, c'est de dire que, effectivement, dans le phénomène de vieillissement, on le retrouve au niveau cellulaire. Nos cellules vieillissent. Ça semble étonnant parce qu'on attend le vieillissement au niveau des organismes. Mais il existe aussi au niveau des cellules. Donc voilà une cellule normale. Et donc les cellules qui vieillissent, on les appelle les cellules sénescentes. Alors comment est-ce que ce concept est arrivé? Ce concept n'est pas jeune, 1961. Donc ce chercheur, Efflick, a pris des cultures de fibroblastes, il les a mises dans des conditions optimales et les a repiquées régulièrement. Et la surprise, c'est qu'il peut obtenir des divisions, puis à un moment, plateau, et les cellules ne meurent pas, mais elles ne se divisent plus. Donc autrement dit, voilà, le vieillissement des cellules se fait ici. Donc sur des cultures de cellules, malgré les conditions optimales, on a un plafond de division. On a une limite, on a des cellules qui rentrent en vieillesse de ce point-là. Alors, de quoi s'agit-il? Si on regarde des cellules, une cellule qui rend sénescente, une cellule sénescente, donc ça a été étudié par la suite, mais la publication que je donne là, c'est 2019. 2012, il y a des choses vraiment sur la sénescence. De quoi s'agit-il? Eh bien, quand les cellules vont subir un stress, et je reviendrai sur ce que ce stress veut dire, à ce moment-là, les divisions s'arrêtent. Il y a, vous savez, tout un tas de choses qui régulent le cycle cellulaire, P53, P21, etc. On ne rentre pas là-dedans. Vous sortez du cycle cellulaire, la cellule ne se divise pas, et pour autant, elle n'est pas morte. Elle prend un aspect qui est complètement différent, c'est naissance précoce, elle s'étale, du coup, elle occupe plus de surface, elle est plus grande. Il y a un certain nombre de ces organites qui sont modifiés, il y a des vacuoles qui apparaissent, il y a des modifications du métabolisme actif, etc., etc. Il y a des remodelages au niveau de la chromatine du noyau, et surtout, elles se mettent à sécréter. SASP, Senescence Associated Secretory Phenotype. Donc, elles se mettent à sécréter, et ce qu'elles sécrètent, ce sont des peptides immunologiques qui vont donner des signaux à l'environnement. Et donc, ensuite, si on ne fait pas de marche arrière, ce stade-là va pouvoir s'accumuler à l'intérieur de l'organisme, et c'est lui qui est responsable du vieillissement au niveau du tissu. Alors déjà, si vous voulez, tout de suite, il faut dire quelque chose. Dans ce que j'ai dit, Efflick, ça apparaît avec des cellules qui sont des fibroblastes qui se divisent avec des mitoses répétées, mais ça peut
se faire sur des cellules qui sont des cellules en bonne santé, c'est-à-dire qu'on peut atteindre le phénomène de sénescence dans des cas bien particuliers où c'est avantageux pour l'organisme. Alors, en particulier, quand on a le développement, au cours du développement, vous savez qu'il y a des cellules qui vont apparaître et des cellules qui vont disparaître. La disparition des cellules, il peut y avoir de l'apoptose, mais il peut aussi y avoir de la sénescence. De la même manière, s'il y a une blessure qu'il faut remplacer un tissu, à ce moment-là, il faut renouveler le tissu et on peut avoir des choses qui se passent à ce niveau-là. Et puis, OIS, c'est un stress donné par des oncogènes. Donc, quand les oncogènes vont apparaître, la cellule peut se défendre en passant, elle arrête de se diviser et elle passe dans cet état de sénescence. Et la chose qui est importante, c'est que vous sécrétez des peptides, ces peptides vont attirer des cellules qui vont manger les cellules sénescentes, et les cellules sénescentes vont disparaître. Donc ça peut être des macrophages, ça peut être des lymphocytes T ou autres, qui vont retirer, immunoclearance, ces cellules-là à un instant donné. Donc vous voyez que par exemple, si vous déclenchez quelque chose avec un oncogène, ça peut déboucher sur un cancer, et ce cancer peut être arrêté grâce au phénomène de sénescence. Donc, bénéfique dans une partie de la vie. Et puis, là, c'est le contraire, c'est au vieillissement, où là, on a cette accumulation qui se fait par le même processus que là, quand le stress de l'inflammation est devenu chronique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Puisque nous, ce que nous constatons, c'est des tissus sénescents. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que voilà un tissu qui est en bonne forme. D'un seul coup, pour un stress portant sur quelques cellules, des cellules sénescentes apparaissent. Elles vont sécréter ici, en jaune, en noir, etc., les peptides en question. Ça va attirer des lymphocytes et des macrophages, qui sont ici, qui vont bouffer ces cellules qui ne sont plus des cellules fonctionnelles, et ensuite il va y avoir la régénération tissulaire, et tout va repartir. Donc ça, c'est le côté bénéfique de ce phénomène de sénescence. Quand on a des dommages persistants, des pathologies, vieillissement, etc., à ce moment-là, les cellules sénescentes s'accumulent, l'inflammation devient chronique, et c'est là où on a des problèmes, on a une perte de l'homéostasie cellulaire, c'est là où le vieillissement lui-même devient quelque chose qui est pénalisant. Alors, là encore, je mets un petit bémol, on a vu que ça se produisait sur des cellules, les fibroblastes, qui étaient en division continuelle. Alors, ce n'est pas forcément toujours le cas, on verra ça plus tard, quand il y a des stress, et on va définir ce que c'est que ces stress, on peut avoir par exemple quelque chose qui se produit, y compris sur des neurones. Donc les neurones, vous savez, vos neurones, à peu de choses près, ont votre âge, ils ne se divisent pas, et pourtant ils peuvent rentrer en sénescence s'ils subissent un certain nombre de stress, avec les conséquences que vous pouvez imaginer. Et puis, il y a aussi d'autres choses qui se passent. Par exemple, si la sénescence rentre sur des cellules souches, la plupart de nos organes sont entretenus par des cellules souches, si la sénescence arrive à ce niveau-là, on a des problèmes qui sont particulièrement graves et qui vont déclencher le vieillissement, ou même ces cellules souches sont gardées dans un environnement bien spécifique qu'on appelle une niche. Si on a la sénescence dans la niche, à ce moment-là aussi, on risque d'avoir des problèmes qui sont des problèmes tout à fait ennuyeux. Donc, voilà, la sénescence, c'est quelque chose qui est plus large que la manière dont je l'ai introduit. Et donc, je reviens sur cette histoire de pléiotropie antagoniste, si vous voulez. Si j'ai un stress, je définirai encore plus tard ce que c'est que ce stress. Si j'ai un stress, je fais un arrêt de la prolifération, c'est donc antitumoral et c'est bénéfique. En revanche, si ça se passe plus tard, je peux avoir une inflammation chronique, et là c'est délétère, et je vais aboutir à athérosclérose, arthrite, ostéoporose. Donc vous voyez, le même phénomène,
la sénescence peut être bénéfique dans une partie de la vie, délétère plus tard, aboutissant au phénomène de vieillissement. Alors, donc, je reviens répétitivement sur ce côté de stress. Donc, quel peut être ce stress? Donc, on va voir ça un petit peu plus dans le détail dans quelques secondes. Donc, des dommages à l'ADN, sénescence réplicative, c'est ce que je disais, quand les cellules se divisent de manière répétée, à un moment, il y a un stress qui est induit, on va voir ça dans une seconde. Activation des oncogènes, j'en ai dit un mot. Radiation ionisante, stress oxydant, on va en parler dans quelques instants. Et puis, altération des structures nucléaires, en particulier les lamines, qui sont des protéines, qui dans le noyau, sont dans la membrane du noyau, et vont mettre les chromosomes à leur place. Donc, s'il y a un problème à ce niveau-là, on peut déclencher un stress et déclencher la sénescence. Donc, vous voyez, la sénescence, elle vient de différents types de stress. Alors, je vous ai annoncé 2 stress que je vais regarder un peu plus en détail. Le premier, c'est cette fameuse sénescence réplicative, Efflic, le plafond introduit par Efflic, d'où vient cette limitation dans le nombre des cellules, dans le vieillissement d'une cellule isolée. Alors, ça a été montré de la manière suivante. Dans le noyau, vous avez des chromosomes. Les chromosomes ont sur leur partie terminale ce qu'on appelle des télomères. C'est des parties qui vont donner l'individualité à chacun des chromosomes, éviter que les chromosomes fusionnent les uns avec les autres. Et donc, on va voir ça dans une seconde. Quand on a des divisions cellulaires, le mécanisme physiologique normal de l'ADN polymérase entraîne un raccourcissement des télomères. Et à un moment, le télomère est raccourci, et à ce moment-là, c'est là que vient le stress, et là que ça s'arrête. Donc, je vais revenir là-dessus tout de suite. Voilà des chromosomes, et voilà les télomères que vous pouvez repérer ici. À l'extrémité des chromosomes, l'ADN se termine par une certaine séquence qui est répétée de multiples fois, qui va tenir un certain nombre de protéines, etc., ce qui empêche les enzymes de réparation de l'ADN de faire fusionner les chromosomes entre eux. Et puis, ici, voilà ce qui se passe. J'ai un ADN et je vais avoir une mitose. Il faut que celui-là se reproduise. Donc, vous savez qu'il y a une ADN polymérase qui va copier ce brin et qui va copier l'autre brin. L'ADN polymérase, elle part de l'extrémité 3' et elle avance vers l'extrémité 5' de l'ADN. L'ADN polymérase ne sait faire que l'extension à partir d'une amorce, primer, qui est ici, qui doit reconnaître ce parti-là. Donc, on a l'amorce qui se met ici, l'ADN polymérase qui avance ici, et quand la synthèse est finie, l'ARN amorce tombe. Alors, quand c'est au milieu, tout de suite, c'est bouché quelque part. Quand c'est à l'extrémité, il reste gap, un trou. Et donc, vous voyez, c'est ce trou qui, au cours des répétitions de division, au cours des mitoses normales, j'insiste bien sur un phénomène tout à fait normal, le trou va augmenter et à un moment, ça va créer le stress et le système ne saura plus se reproduire. Hein? Alors, normalement, ça, c'est vrai pour la plupart des cellules qui sont en mitose. Ça n'est pas vrai pour les cellules souches ou pour des cellules cancéreuses qui doivent pallier ce problème-là. Et c'est avec quelque chose qui s'appelle la télomérase. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que ce n'est pas directement les choses qui nous intéressent. Une enzyme qui est capable de rallonger les extrémités pour permettre aux cellules de continuer à se diviser. Donc ça existe. Cellules souches, cellules cancéreuses, dans lesquelles il n'y a pas de limite aux divisions. Pour les autres cellules, il y a une limite aux divisions. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est étonnant déjà, hein, c'est que c'est le fonctionnement normal de l'ADN polymérase, la mitose, qui va produire un stress qui est capable de faire passer les cellules en sénescence s'il n'y a pas un moyen de réparer cette affaire-là. Alors la deuxième chose est aussi étonnante.
nous sommes tous des moteurs thermiques. Hein. On participe à le dégagement de gaz carbonique. Pourquoi ? Eh bien, notre bioénergétique est basée sur le fonctionnement de ce petit organite intracellulaire qu'on appelle la mitochondrie, qui va consommer du glucose, qui va consommer de l'oxygène, qui va produire de l'énergie, mais relâcher le dioxyde de carbone, notre pollution, et de l'eau de l'autre côté. Donc voilà l'équation de base. Ça, c'est l'énergie que nous avons dans toutes nos cellules. Donc, dans ce processus-là, l'oxygène, O2, la molécule de dioxygène, va être transformée en oxygène de l'eau. Et ça se fait par addition d'électrons. C'est-à-dire que l'oxygène est réduit au moment de la respiration. Il est réduit un électron, un électron, un électron, un électron, 4 électrons. Et la première réduction donne une espèce qui s'appelle l'ion superoxyde. Ici, c'est quelque chose qui est l'oxygéné, et ici, c'est quelque chose qui est le radical hydroxyle. Chacune de ces espèces est une espèce hautement réactive. C'est-à-dire qu'il ne pense qu'à une chose, trouver un moyen de se désactiver en réagissant avec le plus proche voisin. Le résultat brut, c'est que ça va faire des dégâts. Et donc, à un moment, dès 1956, des chercheurs avaient suggéré que les modifications associées au vieillissement étaient attribuables à ces radicaux dérivés de l'oxygène. Alors, ils n'ont pas eu de succès à ce moment-là, parce que les gens se sont dit des radicaux libres qui se baladent dans les cellules, ça n'existe pas. Et puis, en 1969, Irving Friedovich, avec lequel j'ai travaillé, a montré qu'il y avait dans les cellules une protéine qui s'appelle la superoxyde dismutase, dont la fonction était justement d'accélérer la désactivation de l'ion superoxyde pour éviter que l'ion superoxyde fasse des dégâts. Donc c'est bien réel, il existe dans nos cellules quelque chose qui est capable de faire des dégâts. Et ces dégâts, vous voyez, ça va être au niveau de la mitochondrie que ça va se produire en principe d'abord. Voilà les radicaux libres, ils sont ici. Ils peuvent agir sur le noyau, ils peuvent agir sur des protéines, ils peuvent agir sur la mitochondrie elle-même. Et donc, c'est effectivement une source de stress de ce niveau-là. Donc, ça fait, c'est là où je voulais venir, comme précédemment, le fonctionnement normal, j'insiste bien, normal, physiologique de notre cellule, est là aussi capable de donner du stress qui concourt au vieillissement. Ça n'est pas la seule raison, de la même manière que l'histoire de la télomérase n'est pas la seule raison, mais c'est des raisons qui s'ajoutent. Et donc, des chercheurs, dans cette publication-là, maintenant convaincus que, en fait, les phénomènes de vieillissement avaient une base cellulaire, se sont mis à chercher toutes les cibles, tout ce qui peut se passer au niveau cellulaire, qui va concourir à ce type de vieillissement. Alors, voilà, par exemple, les télomères sont ici, par exemple, la sénescence est ici, etc. Il y a d'autres. Je ne veux absolument pas rentrer là-dedans. Je dirais simplement qu'à partir du moment où vous raisonnez comme ça veut dire que le vieillissement n'est plus un phénomène intouchable, intangible. Ça veut dire que vous avez des phénomènes cellulaires et que vous pouvez travailler sur ces phénomènes cellulaires et essayer d'en bloquer un, en supposant que ça va bloquer un peu l'ensemble de tout. Et donc, il y a, vous voyez, ça, j'ai pris des travaux de cette équipe-là, la quercétine, le curcumin, etc. Vous aboutissez sur des choses dans lesquelles je ne veux absolument pas parler aujourd'hui, qui sont, si vous prenez l'Internet, que vous faites anti-âge, vous trouvez des listes de substances qui, si vous les prenez le matin, le midi et le soir, vont vous permettre de rester éternellement jeune, etc. Donc vous pouvez trouver ça facilement, et c'est des choses qui sont, si vous voulez, pas complètement idiotes. Hein, vous voyez, il y a beaucoup de travaux qui se font de ce côté-là. Mais ce n'est pas le type de recherche dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Voilà. Alors, je crois que j'avais prévu de m'arrêter ici, si vous le voulez. Si vous voulez me poser des questions sur cette première partie. Donc, je la résume. Le sens de la première partie que je viens de vous donner, c'est que le vieillissement n'est pas quelque chose qui est biologiquement qui
qui est universel. Il y a quand même des organismes qui fonctionnent sans vieillissement, et que d'autre part, le vieillissement, c'est un phénomène cellulaire qui résulte largement du fonctionnement normal de nos cellules, plus les bêtises que vous pouvez rajouter qui vont intervenir là-dedans. Voilà. Voilà. Oui, merci pour cet éclairage. En conclusion, tu dis que c'est une base cellulaire. Mais moi, j'ajouterais moléculaire quand même, parce que... Oui. Non, parce que la chimie, c'est la vie. Hein. Chacun plaide pour sa chapelle. Hein. Non, mais parce qu'on cite un certain nombre de molécules, et c'est vrai, et l'ion superoxyde, c'est de la chimie. Tout à fait, Voilà. tout à fait. Voilà, non, Mais tu vas voir la suite, ça va devenir quand même beaucoup cellulaire. Oui. J'ai cru comprendre que des cellules se divisent de façon différentielle, que ce soit la peau, les os ou simplement le cerveau, et ne fonctionnent pas avec le même rythme de cycle de mort cellulaire. En particulier, la peau se renouvelle, d'après ce que j'ai compris, très vite. Est-ce qu'on observe des différences importantes entre ces différents types de cellules? Alors, effectivement, si c'était quelque chose qui était lié au fonctionnement de la mitochondrie, plus la mitochondrie fonctionne, plus on aurait dû voir de vieillissement à ce niveau-là. Je vous demande simplement d'attendre un petit peu, parce que dans les 3 publications, vous allez voir des choses qui ont étonné même les chercheurs qui les ont découvertes concernant cette histoire, effectivement, de différence entre les différentes cellules et de généralité du phénomène. Oui, j'avais lu une étude de l'INED, donc l'Institut national des études démographiques, qui avait une approche différente sur l'allongement de la durée de vie, disant que, alors je ne sais plus, il y a X années, les enfants mouraient beaucoup la première année. Deuxième étape, les femmes en couche mouraient énormément. Et ceux qui ne mouraient pas vivaient facilement jusqu'à 70, 80 ans. On a des exemples de Charlemagne, vous voyez des tas de gens comme ça. Et donc, le fait de faire une moyenne modifie complètement la durée de vie. Parce que ceux qui mouraient à 1 an, les femmes qui mouraient à 20 ans et ceux qui mouraient à 80 ans, si vous faites une moyenne, ça ramène tout à 25 ans. C'était ça la démarche de l'INED. Qu'est-ce que vous en pensez ou... Merci. J'ai essayé de me placer sur un tout autre plan, hein, vous avez bien vu. Hein. Je suis biologiste, ou j'étais biologiste comme on veut. Et donc, ce que j'essaye de voir... Mon introduction, c'était simplement montrer des chiffres, quelques chiffres. Mais l'interprétation que vous donnez ne me choque absolument pas, elle est tout à fait valable. Le point, c'est ce phénomène de vieillissement et l'apparition des maladies qui apparaissent, où est l'origine, d'où ça vient et comment ça se passe, si vous voulez. Donc là, j'élimine ce que j'ai fait dans la première chose, toutes les maladies dues à la malnutrition, aux accidents d'accouchement, etc., si vous voulez. Je suis dans un autre cadre, tout à fait un autre cadre. C'est au sujet du cancer. Donc, effectivement, là, il y a le vieillissement, c'est spécial, puisqu'il n'y en a plus. Donc, vous allez en parler un petit peu ou pas du tout? Non, si vous voulez, oui, beaucoup de gens, évidemment, on est à cheval, puisque je vous ai dit cycle cellulaire, arrêt du cycle cellulaire et compagnie. Le point que j'ai trouvé en lisant ça, c'est ce point intéressant. C'est que la sénescence est une première défense contre la tumorisation. Hein, puisque ce qu'on dit, c'est par exemple les grains de beauté, si vous voulez. À partir du moment où il y a une tumorisation qui commence, le processus de sortir du cycle cellulaire, puis d'éliminer avec des macrophages après, ça c'est une première ligne de défense du cancer. Donc, a priori, il y a un moment où les gens cherchaient du côté de la sénescence pour faire quelque chose. Puis ils se sont aperçus que ce n'était pas si simple. C'est-à-dire que la sénescence déclenche aussi de l'inflammation, qui est aussi une
source pour démarrer la cancérisation. En tout cas, les plantes, les cellules végétales n'ont pas le même processus de survie que les cellules animales. C'est ce que je vous ai dit, il n'y a pas de vieillissement chez les végétaux. Là Oui. aussi, ça pose des problèmes, tout ça. Il y a des tumeurs quand même. Oui, oui. Et juste un dernier point, concernant les substances anti-âge qui quand même sont maintenant intéressantes. Vous dites que l'INSERM s'en occupe, etc. Vous ne voulez pas vous en occuper parce que ça serait une autre conférence, c'est ça? Laissez-moi vous parler de ça. C'est ça. Vous Non, verrez et- pourquoi je préfère choisir ça, et bon, et peut-être que la prochaine, ça sera celle-là. si vous voulez. Ça m'étonnerait un peu. Je voudrais vous parler de maladies neurodégénératives rapidement. Âge épigénétique. Est-il possible de modifier le vieillissement? Donc il ne faudra pas partir avant la fin. Hein. C'est là que ça devient intéressant. Alors, vieillissement et maladies neurodégénératives. Alzheimer, Parkinson, Charcot, Creutzfeldt-Jakob, tout ça, c'est des cauchemars. Hein. Et les maladies neurodégénératives, pourquoi touchent-elles très majoritairement les personnes âgées? En fait, ce que l'on constate, c'est que la plupart de ces maladies touchent les personnes âgées. Donc, pourquoi est-ce qu'elles touchent les personnes âgées? Et quand on regarde, la plupart sont sporadiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre cause que le vieillissement. Hein. Il y a quelques cas très particuliers dans lesquels il y a une origine génétique, et j'allais dire heureusement, parce que ça permet de faire un certain nombre de recherches. On peut regarder les gènes, regarder les parts des animaux, etc. Mais c'est quand même extrêmement minoritaire. Hein. Et puis, il y a le cas particulier de Creutzfeldt-Jakob. Alors là, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est l'histoire de la vache folle. C'est-à-dire, là, on a une maladie neurodégénérative qui est en même temps une maladie infectieuse. Hein. Et donc, la grande découverte, c'était de trouver que l'agent infectieux n'est pas un virus, comme ce que nous connaissons actuellement, mais une protéine. Et Stanley Prusiner a créé le terme prion et a obtenu le prix Nobel en 1997. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Le modèle prion. Dans la plupart de ces maladies, enfin dans celles que j'ai citées, on a des caractéristiques biochimiques qui maintenant sont bien définies. On ne parle plus uniquement par la physiologie, par la pathologie, mais sur le plan biologique, on sait déterminer quelque chose qui est spécifique de ces maladies-là. Pour l'Alzheimer, il y a un truc qui s'appelle les plaques séniles, qui se déposent à l'intérieur du cerveau, de l'encéphale. Et les plaques séniles sont des polymères dérivés d'un peptide A bêta-42 qui dérive d'une protéine qui est la protéine amyloïde. Et la protéine amyloïde, vous en avez, j'en ai, tout le monde en a. C'est un composant normal. Encore un coup, je reprends le même thème que ce que j'ai donné. C'est quelque chose qui est une protéine normale, physiologique. Donc, on va voir que le peptide qui dérive de cette protéine-là est capable de faire ces plaques séniles qui sont une des caractéristiques de la maladie d'Alzheimer. Il y a aussi des agrégats d'une protéine qui s'appelle la protéine Tau. Et là, c'est encore plus extraordinaire. La protéine Tau est une protéine régulatrice de la tubuline, qui est une protéine du cytosquelette. Donc, cytosquelette, pour un neurone, c'est normal, si vous voulez, de pouvoir s'étendre en neurite avec un cytosquelette. Tubuline utilise la protéine Tau, et d'un seul coup, la protéine Tau se met à faire des agrégats que l'on retrouve partout au niveau de cette maladie. Parkinson, on a la même chose, des corps de Lewy qui apparaissent, et ces corps de Lewy sont formés par l'agrégation d'une protéine qui s'appelle la synucléine. Celle-là, la fonction n'est pas connue. Non, toujours est-il que c'est une protéine qui est présente dans tous vos neurones bien portants.
la maladie de Charcot. Cette fois-ci, c'est un superoxyde dismutase, dont j'ai parlé un petit peu tout à l'heure, qui fait des agrégats que l'on retrouve aussi dans ce type de maladie. Là, c'est plus compliqué, il y a d'autres protéines. Et puis, Creutzfeldt-Jakob, donc ce qu'on a trouvé, c'était cet agent transmissible. Cet agent transmissible donc, formait des agrégats et les neurones explosaient tellement ils étaient chargés de cette protéine-là. Cette protéine prion est une protéine physiologique que tout le monde a et qui se développe à l'intérieur des cellules et qui va aboutir à la formation d'agrégats et de choses qui se déposent dans les maladies. Une hypothèse que je vais avancer là, mais qui est très courante dans le milieu, c'est l'analogie qu'il y a entre le développement de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, entre le développement du prion et le développement dans les autres maladies que j'ai données de ces agrégats protéiques dont je viens de parler. Alors, comment on va montrer ça? Alors, si vous voulez, quand il y a un gène, va correspondre une séquence peptidique. En général, pour les gens qui font de la biologie moléculaire, une séquence peptidique, ça fait une protéine, une conformation. Là, on est avec des exceptions. C'est-à-dire que la protéine est capable de donner une première conformation, riche dans ce que les biologistes appellent les hélices alpha, mais est aussi capable de donner une deuxième conformation, ce qu'on appelle les feuillets bêta. Donc, pour les protéines que je viens de citer, la séquence peptidique est capable de s'exprimer sous deux formes différentes. Et là où les choses se compliquent, c'est que ces structures anormales de protéines normales sont contagieuses. Je mets ça entre guillemets. C'est-à-dire que quand vous avez la protéine qui prend cette mauvaise conformation ici, elle est capable de s'agréger, de faire des agrégats que l'on voit ici. Ces agrégats sont dans les cellules ou hors des cellules, ou ils sont dans les cellules d'abord, puis ils cassent les cellules et ils sortent des cellules. Et quand ces agrégats vont rencontrer un monomère, ils sont capables d'induire la transformation de la conformation normale en conformation anormale. Il y a une espèce de contagion qui se fait de transformation de protéines en feuillet bêta qui va transformer une hélice alpha dans le cas. Autrement dit, ça va s'étendre lentement dans le cerveau, ça va s'étendre de cellule à cellule, puis ensuite de région à région. Et donc, c'est ce phénomène-là qui est le phénomène d'invasion qui est important. Et il y a réellement invasion parce que, voilà, quand on regarde la manière dont ces maladies, c'est des maladies à développement lent, vous le savez très bien. Le gros problème, c'est que les signes cliniques apparaissent tardivement, quand le cerveau est déjà largement envahi ou largement détruit par le phénomène dont je viens de parler. Et donc, quand on regarde ici, le premier, c'est le peptide Abeta42. Vous voyez qu'il envahit le cerveau en suivant une voie qu'on retrouve chez tous les patients. Ici, c'est la protéine Tau. Et le troisième, c'est la C-nucléine, c'est le Parkinson. Donc vous voyez, tout ça procède de manière inévitable en suivant des chemins dus à une espèce de contamination qui se passe. Voilà, alors là, les choses sont bien tristes. Mais si on réfléchit 2 minutes, et là, il n'y a pas énormément de temps que les gens réfléchissent, si vous voulez, je vous le dis tout de suite, la plupart du temps, on n'a aucun traitement contre ces maladies. On sait maintenant que c'est des maladies de protéines, que ce sont donc des protéines qui prennent des conformations, etc. Donc on joue beaucoup avec l'immunologie, faire des anticorps pour bloquer une conformation, etc., etc. Mais les choses progressent extrêmement lentement parce qu'on a l'impression de ne pas comprendre le phénomène.
Alors, je ne dis pas qu'il est compris maintenant, je vais simplement vous montrer une voie de recherche qui m'a semblé intéressante. Quand vous avez le cerveau, il va consommer énormément d'énergie. On dit 1 gramme de cerveau consomme 20 fois plus d'énergie qu'1 gramme de muscle. S'il consomme de l'énergie, il produit des déchets. Il faut éliminer ces déchets. Dans une cellule normale, l'élimination des déchets, ils sont ramassés par les macrophages, par le système immunitaire, ils passent dans les canaux lymphatiques et puis ils vont être détruits dans le foie. Donc c'est le foie qui détoxifie toutes les cochonneries que produisent le fonctionnement normal de nos cellules. Si les composés amyloïdes sont des processus physiologiques normaux, ce que j'ai dit tout à l'heure, que c'était des protéines normales qui passaient par ce type d'événement. S'ils passent par des phénomènes normaux, tant que je n'ai pas la maladie, c'est que ces déchets ont été éliminés. C'est-à-dire que notre cerveau possède des moyens de défense et que normalement, il élimine régulièrement les conformations anormales que je viens de citer. Donc, comment ça se passe dans le cerveau ? Eh bien, le cerveau ne possède pas de canaux lymphatiques. Donc, il n'est pas capable de faire les mêmes choses que ce que font les autres cellules de l'organisme. En revanche, autour du cerveau, on a les méninges et on a le liquide cérébrospinal qui circule depuis les méninges. Et donc, récemment, on a regardé ça d'un peu plus près et on a défini ce qu'on a appelé le système lymphatique, glial lymphatique. Dans le cerveau, il y a presque 100 milliards de neurones. Mais il y a à peu près autant d'autres cellules qu'on appelle les cellules gliales. Et les cellules gliales, elles vont faire un certain nombre d'opérations. Et là, je voudrais vous attirer l'attention sur le fonctionnement des astrocytes. Alors, dans le cerveau, il faut amener du sang. Donc, il y a des petites artères qui sont ici en rouge. Autour de ces artères, ces astrocytes vont mettre des pieds qui vont entourer complètement les artérioles ici. Et ces pieds vont être percés de nombreux canaux qu'on appelle les aquaporines. C'est-à-dire que ce qui circule le long des artérioles, le liquide céphalorachidien qui est ici, peut passer ici à l'intérieur, représentant ce qu'on appelle le liquide interstitiel. Donc ce liquide interstitiel va baigner les neurones qui sont ici, puis va être repris de l'autre côté et repris dans des veines de l'autre côté. Donc on a une circulation qui se fait, qui va établir un lavage. Problème. Ce lavage, on a pu démontrer que ce lavage ne se fait que pendant le sommeil. Lavage se fait pendant le sommeil. Voilà comment on a pu le démontrer. Vous avez cette petite souris, ou rat, je ne sais rien, et vous avez mis des canules telles que vous pouvez injecter des traceurs de couleurs différentes dans son cerveau. Au début, vous commencez avec le rat qui est endormi et vous poussez le liquide vert. Et vous voyez que le liquide vert, là c'est la surface du cerveau, va pénétrer à l'intérieur du cerveau. Ici, c'est 200 microns, donc il pénètre largement en dessous du cortex. C'est ce que vous avez ici. Maintenant, vous, en plus de l'embêter, vous la réveillez. Vous lui titillez la queue, il se réveille. Et au moment où il se réveille, vous passez avec le traceur rouge que vous avez ici. Et vous voyez que le traceur rouge, lui, il ne pénètre pas. Hein ? Donc, autrement dit, la diffusion à l'intérieur du cerveau est possible pendant le sommeil et impossible pendant la veille. Alors, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont se passer pendant notre sommeil. Alors, rapidement, sur le sommeil, vous savez que
Le sommeil, ce n'est pas continu, il y a différentes phases. Il y a ce qu'on appelle le sommeil paradoxal que vous trouvez ici, et puis il y a les sommeils lents qui sont ces phases-là. Tout ça est distingué par l'électroencéphalogramme. Et donc, le point qui est important, c'est que pendant votre sommeil, quand vous êtes dans le stade de sommeil profond, vos neurones fonctionnent, j'allais dire, un coup sur deux. C'est-à-dire que vous avez ces grandes ondes-là. Pendant ces ondes, il y a des périodes on dans lesquelles les neurones fonctionnent et des périodes off pendant lesquelles les neurones ne fonctionnent pas. Or, si vous voulez faire un lavage, ça veut dire que vous allez changer l'environnement de votre neurone. Vous pouvez changer la concentration de neurotransmetteurs. Vous pouvez changer les conditions ioniques. Tout ça risque de perturber le fonctionnement de votre cerveau. Donc, l'évolution a choisi de faire passer les femmes de ménage la nuit. Normal, effectivement. Donc, si vous voulez, la perturbation de l'activité électrique est minimale pendant le sommeil et pendant le sommeil profond. Et le malheur, c'est que ici, quand vous êtes jeune, du sommeil profond, vous en avez. Et vous avez ici le lavage qui se produit pendant cette période-là, particulièrement pendant cette période-là. Quand vous vieillissez, vous perdez les cheveux, et en même temps, vous voyez que vous perdez du sommeil profond. Ça veut dire que si vous n'avez plus de sommeil profond, vous avez un lavage qui est moins efficace. Donc, autrement dit, vous avez, alors je passe ça, vous avez, quand on voit des cerveaux des personnes atteintes d'Alzheimer, la situation que je vous ai donnée tout à l'heure, c'était celle-là. Maintenant, il y a de l'Alzheimer. Alors, vous voyez que les astrocytes ici ne fonctionnent plus, les aquaporines ont plus ou moins diminué. Vous allez avoir les astrocytes et surtout les microglies qui deviennent agressifs, qui vont supprimer des neurones, et vous allez avoir des dépôts de plaques amyloïdes parce que vous ne retirez plus les monomères, et donc vous facilitez l'agrégation. Ce que vous voyez ici, c'est-à-dire que vous avez le lavage qui se produit. Si vous avez une diminution de la qualité du sommeil, ou si vous avez d'autres facteurs ici qui bloquent ce lavage-là, à ce moment-là, vous n'avez plus de lavage, vous avez des agrégats qui peuvent se développer, neuroinflammation, neurodégénération et démence. Hein? Donc, c'est quelque chose qui est encore, disons simplement, une vision différente. Je n'ai pas dit qu'on avait trouvé les solutions. J'ai dit simplement que en face de situations dans lesquelles les chercheurs n'avaient pas de solution et ne comprenaient pas ce qui se passait, on peut avoir là un certain nombre d'entrées et peut-être de recherches qui peuvent se développer dans le futur sur ce point-là. Donc ça, c'était la première publication que je voulais vous proposer. Je vais peut-être proposer la suivante tout de suite. Alors, épigénétique et vieillissement. Voilà autre chose. Je vous complique encore la vie. Alors, de quoi s'agit-il ? Épigénétique, c'est un grand mot. Hein. Autant maintenant, la génétique, tout le monde sait à peu près de quoi il s'agit. Autant l'épigénétique, on a du mal à comprendre de quoi il s'agit. Moi, je le dis de manière simple. Le génome nucléaire, 6 milliards de signaux, 6 milliards de nucléotides, la longueur est d'environ 2 mètres. Ce qui veut dire que dans chaque cellule, on a un noyau. Le noyau fait quelque chose de l'ordre de 10 microns. Et dans la sphère de 10 microns, il faut mettre 1,8 mètres. Et en plus, il ne faut pas que ça soit comme dans votre bac de linge sale, des choses qui sont tassées, puisqu'il faut qu'au moment de la mitose, on puisse séparer les brins relativement facilement et faire des choses comme ça. Donc, quelle est la solution ? La solution, c'est de faire des sous-ensembles, c'est les chromosomes. Donc, les chromosomes sont organisés déjà de manière à résoudre au moins partiellement cette question-là. Et puis, on a donc cette compaction, elle est dynamique et hétérogène. Alors, hétérogène, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tout l'ADN n'est pas dans le même niveau de compaction. On distingue l'euchromatine et l'hétérochromatine. Alors, ce qu'on appelle
le chromatine, c'est la chromatine que peut lire l'ARN polymérase pour donner l'expression des gènes. Donc les gènes qui peuvent s'exprimer sont dans le chromatine. Donc ici, vous voyez, alors là, c'est les histones qui permettent de bobiner l'ADN, etc. Je ne rentre pas du tout dans cet aspect-là, mais quand elle est dans cette conformation-là, vous voyez qu'ici, il y a des espaces, et ces espaces, c'est les espaces qui pourront être lus par l'ADN polymérase. Ça, c'est le chromatine. Et l'hétérochromatine, eh bien, c'est le contraire. C'est qu'on compacte à fond, vous voyez ici, et donc l'ADN devient silencieux. On est tassé à l'intérieur. Alors ça, c'est avantageux. Par exemple, au moment où vous allez avoir une mitose, où vous allez avoir les brins d'ADN qui vont se séparer, il vaut mieux qu'ils soient tassés au maximum. C'est ce qui se passe au niveau de la métaphase, au niveau de la séparation des brins. Hein. Et alors, comment est-ce qu'on fait pour tasser et pour organiser tout ça? Eh bien, ici, on a des histones qui sont des histones différentes quand on est dans ce stade-là ou dans ce stade-là. Premier point. Les histones, donc, sont les protéines qui vont reconnaître l'ADN et qui vont le structurer. Et puis, deuxième chose, on a des modifications de l'ADN lui-même. L'ADN lui-même, quand on trouve une paire, un C avec un G en face, suivi d'un C avec un G en face ici, des paires C et G, à ce moment-là, quand on est dans l'hétérochromatine, la cytosine, le C, est méthylé. C'est-à-dire qu'il reçoit un groupe ici dessus, et dans ce cas-là, l'ADN n'est plus lisible. Donc, dans l'épigénétique, on a un changement entre ADN lisible, ADN illisible, et dans l'ADN illisible, on a une méthylation de l'ADN lui-même, et un changement au niveau des histones. Alors, vous le voyez, donc, l'épigénétique va contrôler l'expression des gènes. C'est-à-dire que l'épigénétique, au cours du développement, ça va être important. Hein, au cours du développement, je répète, toutes les cellules sont équipées du même ADN, du même potentiel génétique, la même hérédité. Donc, toutes, elles n'ont pas besoin de tout ce qu'elles ont comme stock. Donc, en fonction de leur développement, il y a un moment où un certain nombre de gènes sont indispensables. Quand ces gènes sont indispensables, l'épigénétique va jouer un rôle, elle va choisir les gènes qui vont être transmissibles. Et aussi, l'épigénétique va jouer en fonction de l'environnement. Tabac, drogue, nutrition, tout ça va être enregistré au niveau de l'épigénétique et va jouer sur les gènes qui peuvent être transmis ou non transmis. Et, point supplémentaire, les modifications sont gardées au cours des mitoses et elles peuvent aussi être, au moins partiellement, transmissibles à la descendance. Donc l'épigénétique, quelque chose d'extrêmement important, sur lequel on connaît beaucoup moins de choses que sur la génétique. Et donc, les modifications de l'épigénétique sont impliquées dans cancer, maladies auto-immunes, obésité, diabète, etc., toutes les maladies qui nous intéressent aujourd'hui. Alors, là, il faut reprendre un petit peu de l'historique. Je vais parler d'un monsieur qui s'appelle Horvath, auquel on avait confié, il était postdoc dans un labo, on lui avait dit peut-être que la méthylation joue un rôle dans l'orientation sexuelle, entre homosexualité, hétérosexualité, il faudrait que tu regardes la méthylation dans ce truc-là. Le gars commence à regarder la méthylation, il ne trouve rien, ce qui ne va pas forcément vous étonner. Dans un ADN entier, il y a 28 millions de paires CG, 28 millions de sites qui sont méthylables. Comme ce gars avait de la suite dans les idées et qu'il y avait dans l'air déjà des choses qui passaient, il va établir que certains sites de méthylation changent avec l'âge. On a des fois, sur certains paires CG, plus méthylés avec l'âge ou moins méthylés avec l'âge. Là, le schéma montre 3 sites
0, ça veut dire qu'on n'est pas méthylé. 1, ça veut dire qu'on est méthylé. Et vous voyez, ça varie avec l'âge. Alors, il trouve ça, et puis il en parle, et puis il essaye de faire des choses, et il trouve que, à partir de ça, il peut établir ce qu'il appelle un âge épigénétique, c'est-à-dire qu'il va faire des algorithmes, et il va essayer de combiner l'état de méthylation de différentes paires CG, et de voir s'il peut trouver une fonction telle que cette fonction donnera l'âge biologique de la personne en question. Alors, voilà la courbe qu'il fait. Alors, au départ, il utilise simplement, je crois, 3 sites, et l'âge réel, l'âge prédit par son algorithme. Et il voit quelque chose qui est quand même à peu près correct. Il dit, je peux prédire l'âge à 5 ans près. Alors 5 ans, évidemment, ça dépend sur quel âge vous avez. Sur 10 ans, ça fait beaucoup. Mais bon, il semble qu'il y ait quelque chose. Donc il demande de l'argent, etc. Tout ça, on ne lui donne rien. Alors ce gars va travailler tout seul et il va construire... Alors, à partir des travaux précédents, il va examiner 8000 échantillons, 51 tissus, 82 individus. Et il va chercher à chaque fois, donc avec les méthodes de séquençage modernes, on peut voir ce qui est méthylé, ce qui n'est pas méthylé. Donc il fait les méthylations et surtout, alors c'est un biophysicien, ce n'est pas un biologiste moléculaire, il va trouver un algorithme tel que s'il rentre les résultats de ces... alors, sur les 8000 échantillons, il va en montrer que, toujours avec ses algorithmes, s'il en prend 353 sur 27 millions, c'est pas beaucoup, et à partir de ces 353-là, il va pouvoir déterminer l'âge avec une précision bien meilleure de ce qu'il avait fait avant. Encore un coup, c'est des sites, 193 ont une méthylation qui augmente avec l'âge, 160 négatif. Donc c'est un algorithme, ce n'est pas quelque chose qui est simple. Et il observe des résultats, là c'est la totalité de ce qu'il a fait. Ici vous avez l'âge épigénétique, il a appelé ça l'âge de méthylation, ici, et puis là l'âge réel, et vous voyez qu'il y a quand même une linéarité qui n'est pas mauvaise du tout. Et bien mieux que ça. Ici, voilà, ça c'est toujours dans la même publication qu'il a fait ça, Génome Biologie. La publication fait une vingtaine de pages. Il a regardé donc des organes différents, des cellules pures, des cellules en mélange, des tissus, des choses dans lesquelles il y a des divisions, des choses dans lesquelles il n'y a pas de divisions. Alors, il a trouvé qu'il y avait quelques exceptions, mais que le sein, l'utérus, le cœur, etc., mais que pour la majeure partie des tissus, il trouve le même âge, bien que ces cellules aient des âges différents. C'est là où j'insiste. Vous avez des âges différents. Vous avez des cellules du sang qui vont vivre quelques semaines ou quelques jours, et vous avez des neurones qui vont vivre des années. Et malgré tout, quand il fait son analyse, il trouve le même âge, c'est ce qui est montré ici. Ici, jéjunum, muscles squelettiques, prostate, pénis, pancréas, poumon, rein, ésophage. Et vous voyez que l'âge est pas exactement le même, mais suffisamment le même, alors qu'on a des choses qui sont radicalement différentes. Alors, quand je vous disais que les gens ont été surpris, il a été le premier surpris quand il a trouvé ça, parce que vraiment, c'est quelque chose qui est terrible, c'est-à-dire que vous pouvez définir l'âge à partir de quelques-unes de vos cellules. Alors, après ça, donc, il a fait autre chose. Il a regardé maintenant l'âge réel, et puis il a regardé le taux de méthylation. Et donc, ce qu'il a vu, c'était qu'à partir de 20 ans, ça devient linéaire. Donc là, on a un âge épigénétique qui augmente proportionnellement à l'âge réel.
Et au départ, on a une accélération quand on est depuis la naissance jusque dans la première partie du temps. Donc, on partage l'espace en deux parties. Si vous êtes normal, entre guillemets, vous êtes sur cette droite. Si vous êtes au-dessus, ça veut dire que votre âge épigénétique est supérieur à votre âge. Votre âge épigénétique, qui est un âge biologique quand même quelque part, est supérieur à votre âge. Donc il faut que vous attendiez à des problèmes, si vous ne les avez pas déjà. Si vous êtes en dessous, ça veut dire que là, vous êtes en meilleure santé que la moitié, que l'ensemble de la population. Vous êtes avec quelque chose qui est positif. Et donc, si vous voulez, là je vais aller vite parce que c'est des choses qui sont, des publications qui sont récentes, hein, donc il n'y a pas forcément assez de contrôle, assez pour qu'on puisse jurer qu'on est bien dans ce cas de figure-là. Mais par exemple, il y a ce qu'on appelle la cohorte de Framingham. Framingham, c'est dans les environs de Boston, et on suit toute une population depuis 1948 avec leur dossier médical complètement connu. On a gardé du sang, on a gardé etc. tout. Donc on peut garder les signes cliniques, les maladies de ces gens-là, comment ils se portaient, etc. Et en même temps faire des analyses biologiques. Et quand on fait ça chez ces gens-là, par exemple, on trouve des gens dont l'âge épigénétique va être accéléré de 10 ans, c'est-à-dire qui sont 10 ans apparemment plus vieux que leur âge réel. Et les autres, c'est dans lesquels ils sont supérieurs. Et là, c'est le pourcentage de survie en fonction de l'âge. Et vous voyez que les deux courbes sont différentes. Ceux qui sont avec un âge épigénétique trop âgé meurent plus tôt que les autres. Et on indique qu'une année de différence en âge épigénétique par rapport à l'âge réel donne une mortalité augmentée de 4,5%. Donc vous voyez, c'est toujours discuté, mais c'est des choses qui sont quand même impressionnantes. Alors là, ils ont pris des centenaires. Ils ont trouvé en Italie des cohortes de centenaires. Il y avait quand même 82 centenaires dont l'âge moyen était 105 ans. Donc c'était quelque chose qui était réel. Et leurs descendants, 72 ans, ils ont trouvé 63. Et ils tracent la même chose, l'âge et puis l'âge épigénétique. Voilà la courbe dont on parlait tout à l'heure. Et les gens qui ont les centenaires, c'est les points rouges. Et vous voyez que les points rouges, ils sont nettement en dessous de la courbe. Donc les centenaires ont un âge épigénétique inférieur de 8,6 ans. Et leurs descendants, un peu moins, mais ils sont aussi de l'autre côté. Donc, ça, c'est un argument en fonction des travaux en question. Alors, ça, c'est encore plus discuté, celui-là. J'ai revenu plusieurs fois sur le fait que l'immunologie joue un rôle important dans cette histoire-là. Et donc, le thymus va créer les lymphocytes T. Et au bout, à 62 ans, le thymus s'arrête de produire et vous vivez avec les clones qui ont été faits avant. On peut traiter par l'hormone de croissance pour essayer de remettre le thymus en route. Et donc, des expériences ont été faites et donc sur 10 sujets, quand ils ont été traités par l'hormone de croissance, vous voyez qu'on a un changement de leur âge épigénétique. Ils ont rajeuni ici, au point de vue de leur âge épigénétique. Donc, il y a quand même quelque chose qui est assez important. Je saute ça parce que c'est un peu long. Alors, donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est, j'ai trouvé que cette publication présentait bien les choses. Vous avez le génome, vous avez l'épigénome et vous avez le phénotype. Et donc, au niveau du génome, quand vous êtes jeune, vous avez une image de votre génome qui est donnée par l'épigénome, qui est une image non déformée de ce qui se passe dans le génome. Quand vous êtes
en vieillissant, vous avez des problèmes au niveau de votre génome, mais vous avez surtout des problèmes au niveau de votre épigénome, et vous avez une image qui est déformée. Et la question que l'on va se poser maintenant, c'est celle de savoir si on peut redresser cette image, vous voyez, pas améliorer définitivement ici, mais redresser cette image pour avoir quelque chose de valable au point de vue du vieillissement, c'est-à-dire avoir au moins quelque chose qui reste d'une santé acceptable. Voilà. Je vais peut-être m'arrêter là pour faire une respiration. Il me reste malheureusement encore une... C'est bien oui, c'est bien de déterminer cet âge épigénétique, mais souvent des comorbidités. Comment ça se présente? Parce que finalement, c'est pas si simple quand même. Normalement, l'âge épigénétique est indicateur de comorbidité ou de pronostic de comorbidité. C'est-à-dire que si c'était facile à faire, tout le monde devrait faire un âge épigénétique pour savoir un peu son état de santé. Hein. L'idée est bien là, si vous voulez. C'est que vous avez le vieillissement qui va comporter les difficultés que j'ai citées tout à l'heure, hein, de sénescence, etc., tout, qui vont déboucher sur des comorbidités et qui sont déjà visibles au niveau de l'épigénome. Comme ça. La grande question que je vais essayer de traiter dans la dernière partie, c'est est-ce que l'âge épigénétique, c'est un indicateur ou est-ce que c'est un moteur? Est-ce que c'est l'âge épigénétique qui va donner le vieillissement ou est-ce que c'est l'âge épigénétique qui est l'indicateur du vieillissement? Moi, je voudrais revenir un peu sur Alzheimer. Parce qu'il y a 2 ou 3 questions là-dessus. Par exemple, on a parlé du sommeil. Est-ce qu'il y a eu des travaux de fait pour essayer de corriger quelque chose au niveau du sommeil chez les gens qui ont la... Que j'étais là, c'est 2019, si vous voulez. Ah oui. Donc non, pour le moment, non. Ça m'a semblé quelque chose qui est spectaculaire, mais disons que au point de vue thérapeutique, non, on n'a pas d'utilisation de ces observations. Si on parle à des neurologues, à des cliniciens, ils vont pas donner 4 maladies comme je l'ai donné, ils vont en donner une douzaine ou une vingtaine. Et puis les biologistes sont passés par là, ils ont vu qu'il y avait des problèmes de protéines. Maintenant, une même protéine peut donner, quand elle va s'agréger, des agrégats de types différents. Et les agrégats de types différents peuvent donner des maladies différentes. Donc il y a encore beaucoup de choses à voir au niveau moléculaire. De l'épigénétique. Alors, première question sur les cellules gliales. Donc, les cellules gliales, il y a 3 sortes. Hein. Il y a les astrocytes, il y a la microglie, et puis il y a les selles qui entourent qui sécrètent la myéline. Hein. Donc, là, ce dont j'ai parlé, c'est surtout des astrocytes qui jouent un rôle. Donc, au point de vue de la filtration et au point de vue de amener les neurotransmetteurs, le cycle des neurotransmetteurs auprès etc. La microglie, elle joue un rôle équivalent aux macrophages de l'autre côté. C'est-à-dire, c'est elle qui va éliminer les cellules à partir du moment où il y a cette sénescence qui apparaît. C'est le boulot des microglies de les virer. Donc, c'est des rôles différents des uns et des autres. Oui. Non, je crois, enfin, si vous voulez, les gens qui travaillent sur la glie n'arrêtent pas de se plaindre parce qu'on donne toute l'attention aux neurones et pas beaucoup à la glie. Et il y a beaucoup de défauts. Même quand j'ai voulu faire ça, le nombre de cellules gliales n'est pas encore bien connu. Il y en a qui disent qu'il y en a beaucoup plus que de neurones, d'autres qui disent qu'il y en a beaucoup moins, etc. Donc il y a un gros déficit au niveau des cellules gliales, ça c'est clair. Le deuxième point, c'est-à-dire sur l'épigénome, qu'est-ce qu'on peut faire au point de vue données de masse?
je n'ai pas conscience qu'on puisse se livrer à des choses, si vous voulez. On en est au stade où on effectue beaucoup de... vous voyez, 27 millions de sites CG, hein, c'est des choses qui sont difficiles. Et ça aussi, c'est un... Ah ben, tout à fait. Alors, non, les travaux les plus récents, je les ai encore trouvés hier soir, donc vous avez vu que pour ces sites en question, il en a pris 364, je crois. Et donc, des chercheurs sont essayés de voir où étaient dans le génome ces 364 sites. Est-ce qu'ils sont sur certains gènes particuliers ou sur certains ensembles? Ça commence à prendre tournure. Si vous voulez, d'essayer de mettre l'épigénome du côté de la méthylation un peu en musique par rapport à la fonction des gènes. Oui, c'est pas encore très clair. Est-ce que c'est très complexe de définir un âge épigénétique en termes de coût, en termes de temps, en termes de... C'est-à-dire que oui, parce qu'il faut faire... Donc, c'est les séquençages de masse qui se font ça. C'est sur un séquençage de masse où il y a des traitements particuliers pour ressortir les CG méthylés. Donc, effectivement, c'est des choses qui sont compliquées. C'est pas encore demain que vous aurez votre L'expérience de Rabat, méthylome. Voilà, oui, c'est Bon, pour il faut l'avenir. peut-être que j'avance parce que Oui. là... Ok. Alors, voilà. Rajeunissement cellulaire. Est-ce qu'on peut rajeunir? Alors ça intéresse beaucoup de monde, évidemment. Alors, surtout après la photo que je viens de montrer. Hein. Alors, pour reprendre très en arrière, Jim Gordon, en 1962, il est venu faire une conférence ici à l'Institut de biologie à cette époque-là, auquel j'ai assisté, avait réussi l'expérience suivante. Vous prenez une grenouille. De cette grenouille, vous retirez de la peau. Vous mettez les cellules en culture et puis vous extrayez le noyau de ces cellules, qui sont donc des cellules de crapaud adultes. De l'autre côté, vous prenez un noyau qui a été fertilisé et vous avez détruit le noyau avec des rayons ultraviolets. Et vous prenez le noyau de cette cellule adulte, vous la mettez dans cet cytoplasme maintenant, et quand vous faites le transfert, il y a un certain nombre de cas dans lesquels vous arrivez à avoir une grenouille adulte. L'œuf reconstitué se développe et donne des individus normaux. Autrement dit, ce que vous avez fait par cette opération-là, vous avez fabriqué des cellules ES, des cellules embryonnaires stem cells, des cellules souches, qui ont été capables de redonner toutes les cellules adultes, quelle que soit leur affaire. Donc la différenciation a été remise à zéro par cette histoire-là. Vous avez fait de la marche arrière, vous êtes revenu au stade zéro. Alors, transplantation et rajeunissement. Ça, c'est très important, parce que qu'est-ce que ça veut dire? En termes de l'ADN du noyau transplanté à un âge épigénétique. Hein, une cellule ES ou une cellule, un œuf, à un âge épigénétique 0. Vous avez pris une cellule adulte. La cellule adulte, elle était avec un âge épigénétique, même si c'est un âge épigénétique de crapaud. Hein, et vous l'avez remis à l'intérieur d'un noyau. Et qu'est-ce qu'a fait à l'intérieur d'une cellule? Et qu'est-ce qui s'est passé? L'âge épigénétique de ce noyau est redevenu 0. Vous êtes obligé d'admettre ça. Hein. Et donc, le cytoplasme de l'œuf a le pouvoir de mettre l'âge épigénétique à 0. Mais ce faisant, ça s'accompagne d'une perte d'identité cellulaire. Les cellules redeviennent des cellules indifférenciées. Si j'ai pris la cellule de la peau du crapaud que j'ai fait l'opération, la cellule qui va donner le nouveau crapaud aura oublié qu'elle provient de la peau du crapaud. Donc, on voit qu'on est capable de faire de la marche arrière, de faire du rajeunissement, mais on a une perte d'identité. Est-ce que c'est possible de faire du rajeunissement sans perte d'identité?
Alors c'est là que les chercheurs s'excitent beaucoup. Alors, la première chose, vous allez voir pourquoi. On prend une souris ici. Cette souris, on regarde ses muscles, sa peau et la moelle de ses os. Elle a des caractéristiques de souris jeune, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cellules musculaires, la peau est épaisse et il n'y a pas beaucoup de macrophages ici. Maintenant, vous avez une cellule qui est vieille. Il y a des trous dans les muscles, il y a moins de cellules, la peau est moins épaisse et on est envahi par les macrophages, toujours l'inflammation, etc. Et ce que vous allez faire, c'est la parabiose, c'est-à-dire que vous allez faire de la chirurgie pour que la circulation de l'un passe à l'autre. Et donc, vous faites de la parabiose hétérochrone, c'est-à-dire que vous avez une souris jeune qui envoie son sang chez une souris vieille. Qu'est-ce qui se passe chez la souris vieille? Eh bien, à ce moment-là, vous voyez qu'après 5 semaines de parabiose, vous récupérez, vous améliorez les muscles, vous améliorez la peau, vous améliorez la moelle épinière. Mieux que ça, si vous faites une compression, si vous abîmez le muscle de la souris, si vous êtes avec une parabiose AG avec AG, vous ne récupérez pas. Si vous faites une parabiose d'une souris âgée avec une souris jeune, vous récupérez comme si c'était une souris jeune. Donc la souris âgée a récupéré la capacité à réparer ses muscles. Mieux que ça encore, vous le faites maintenant et vous voulez regarder ce qui se passe au niveau des neurones. Donc dans le vieillissement, ce n'est pas comme dans l'Alzheimer, vous ne perdez pas les neurones, mais vos neurones s'abîment. Voilà un neurone de souris jeune et vous voyez qu'il y a beaucoup de dendrites un peu dans tous les sens. Et d'autre part, il y a un phénomène sur lequel je n'insisterai pas, qui s'appelle la potentiation à long terme, que vous voyez ici, qui indique le fonctionnement de la mémoire. Donc pour qu'il y ait de la mémoire, il faut qu'il y ait quelque chose de ce côté-là. Quand vous avez les souris qui sont âgées, vous voyez que le nombre, la densité des épines dendritiques ici est diminuée, et vous voyez que ça fonctionne beaucoup moins de ce côté-là. Ça, ce sont des choses objectives. Donc maintenant, je vais les mettre en parabiose et je veux voir si je peux améliorer la situation. Et qu'est-ce qui se passe? Donc je vais prendre des tests qui vont être des tests qui vont être mesurer le déclin cérébral. Alors là, comme c'est compliqué, ce qu'on a fait, c'est qu'on a prélevé le plasma de souris jeunes et on les a injectés aux souris âgées de manière répétitive. Donc voilà, on fait l'administration du plasma et on le teste dans 2 tests différents. Ce test-là, c'est un test avec un labyrinthe et une des sorties du labyrinthe, la bestiole tombe dans la flotte. Donc il faut qu'elle se balade pour chercher des récompenses, mais qu'elle évite de prendre cette sortie-là. Et donc, si vous prenez une souris au départ, quand elle est mise dans ces conditions-là, elle fait un peu moins d'erreurs. Si maintenant vous l'avez mise vous avez fait les injections de plasma, vous voyez que tout de suite, la souris qui a reçu le plasma, la souris âgée qui a reçu le plasma de souris jeune, fait beaucoup moins d'erreurs que celle qui est souris âgée ou qui a reçu du âgé. Donc, on lui a augmenté ses propriétés cognitives. Alors, c'est la même chose ici. Je ne vais pas prendre ce test-là. C'est un autre système de mémoire. On voit que même pour les fonctions cognitives, le transfert de sang d'animaux jeunes peut améliorer la situation. C'est pour ça que j'ai appelé ça la méthode Dracula, évidemment. Alors, donc, l'intérêt de ces choses-là, c'est qu'on voit que le rajeunissement n'implique pas nécessairement une perte d'identité. Voilà quelque chose qui est important. C'est une question que nous nous posions à la minute. Hein. Alors, l'explication qui est donnée pour le moment, c'est simplement que
pour entretenir vos cellules, votre organe, vous avez des cellules souches. Et que si vous avez le vieillissement, vous avez quelque chose qui marche moins bien au niveau des cellules souches. On sait que les cellules souches sont dans un environnement bien déterminé, ce qu'on appelle des niches. Et donc vous avez eu, par ces naissances, une modification de la niche. Et peut-être ces facteurs sanguins améliorent la niche et permettent des meilleurs comportements des cellules souches. Mais en tout cas, le point, il est là. On a réussi à faire une réversibilité, à faire un rajeunissement. Alors, on va aller beaucoup plus loin maintenant. Attention, attachez-vous, parce que c'est là que ça devient spectaculaire. Donc, vous avez vu ce qu'on a fait avec les grenouilles. Si on l'a fait avec les grenouilles, ça prouve qu'on est capable de ramener des cellules à l'état de cellules souches embryonnaires. Alors, des chercheurs de biologie moléculaire ont cherché. Donc, il y a un moment où on a des cellules souches et des moments où les cellules se différencient. Qu'est-ce qui fait que les cellules restent cellules souches? Pourquoi elles sont cellules souches? Donc, il y a des travaux sur lesquels je n'assisterai pas, qui ont valu le prix Nobel à ce japonais, Yamanaka, qui est vraiment un grand bonhomme, qui a montré que 4 gènes, ces 4 gènes-là, lorsqu'ils sont ajoutés au matériel génétique de cellules qui sont capables de mitose, là ce sont des cellules de peau, à ce moment-là, on fait marche arrière, hein, c'est comme ce qu'on faisait avec la grenouille tout à l'heure, on revient au niveau de cellules embryonnaires. Donc la marche arrière a été complète. Donc voilà l'opération, je prélève des cellules de la peau, je les mets en culture par des gènes ou n'importe quoi, par des virus ou n'importe quoi, je mets les gènes à l'intérieur et je récupère des cellules qui sont des cellules différenciées adultes. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle les cellules souches induites. Donc maintenant, là, il y a un problème. Parce que j'ai perte d'identité. Perte d'identité, ça veut dire que j'ai des risques de développement de cancer. J'ai des cancers, en particulier ce qu'on appelle des tératomes, qui vont se développer, etc. Donc, si vous voulez, je peux rajeunir, mais attention, c'est très dangereux. Donc, ce que font les chercheurs maintenant, c'est est-ce qu'il est moyen de faire du rajeunissement sans perte d'identité, c'est-à-dire en minimisant les dangers. Alors, je vous rassure, c'est chez les souris qu'on fait ça. Alors, comment fait-on? Alors, dans cette expérience-là, vous voyez, une souris, c'est une souris progéria. Je n'ai pas parlé de la progéria. Progéria, c'est une maladie telle que les gens vieillissent à vue d'œil. Ça existe, c'est extrêmement rare dans l'espèce humaine. Il y en a quelques centaines au maximum dans le monde actuellement. Mais quand vous voyez des enfants à l'âge de 10 ans, vous avez l'impression de voir des vieillards. Donc c'est particulièrement catastrophique. Alors l'explication de ça, c'est que c'est des mutations sur les protéines, les lamines, les protéines qui tiennent l'ADN des chromosomes et qui mettent les chromosomes en position. Donc là, on a des problèmes et donc on a trouvé les gènes, puisque je parle de lamines, et donc on sait faire des souris progéria, des souris qui vieillissent à vue d'œil. Et donc ça va être le matériel pour essayer de tester ces rajeunissements. Donc le but, c'est de prendre cette souris progéria, de lui mettre ces 4 gènes-là et de voir si elle récupère et qu'elle redevient frétillante. Alors, pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les gènes sous un contrôle. On va se débrouiller pour pouvoir faire que les gènes s'allument ou s'éteignent. Alors, je ne vais pas rentrer là-dedans. Ça, c'est de la biologie moléculaire pure et dure. C'est-à-dire que les souris ont été préparées avec les 4 gènes, mais les 4 gènes ne s'expriment que si on rajoute cette substance-là, d'oxycycline, dans la boisson des animaux. Donc, quand je mets la boisson, les 4 gènes s'expriment. Puis, j'attends 5 jours sans la substance, les gènes ne s'expriment pas. Et s'il faut, je refais des cycles comme ça. Donc voilà le traitement que l'on fait comme ça. Donc autrement dit, on va
donner des petits coups de rajeunissement. Vous voyez, un petit démarrage, un petit recul en arrière, et on va essayer de faire ça plusieurs fois, et on va voir si on a des effets sur la souris. Alors, ils ont commencé par des cultures de cellules de souris progéria pour pouvoir voir s'il se passait des choses. Donc, dans les cultures de ces cellules-là, il y a de la sénescence cellulaire et il y a des dommages au niveau de l'ADN. Ils ont appliqué leur traitement, là c'était facile puisque c'était des cultures de cellules, et ils ont vu qu'ils amélioraient l'épigénome et ils amélioraient la sénescence. Ok, on y va. On prend la souris progéria, on fait le traitement que je viens de définir, et à ce moment-là, on observe des améliorations au niveau de la rate et au niveau de la peau et au niveau du temps de vie de ces souris. Vous voyez, la souris qui a été traitée ici, c'est la souris qui est bleue. Ça, c'est en fonction de l'âge, la durée de vie. Et vous voyez que la mort se produit ici, à ce point-là, hein, ça se dégrade ici, alors que quand les souris ont été traitées, il y a un gain en temps de durée de vie. Donc on a vraiment augmenté la durée de vie par le traitement type Yamanaka. Et puis, après ça, on a dit, au lieu de prendre les souris progéria, on va simplement prendre des souris âgées et on va voir si le traitement peut leur permettre d'améliorer la situation. Donc, ce qu'on a fait, on a pris les souris vieilles et on leur a fait subir des avatars. On leur a donné des drogues pour abîmer leur pancréas ou abîmer leurs muscles. Et puis, on a fait le traitement et on a regardé est-ce que le pancréas ou le muscle se régénérait. Et on a observé qu'effectivement, on pouvait régénérer dans ce cas-là les fonctions en question. Donc, on arrive à cette hypothèse, la reprogrammation commence par un effacement épigénétique qui rajeunit le phénotype. Donc vous voyez, là, il y a un peu d'espoir, sauf que c'est fait chez des souris, et des souris manipulées génétiquement. Bon, alors, une autre publication, vous voyez, 2020, hein, là, on va faire la même chose, mais on va essayer sur l'œil. Là, au lieu de préparer des souris avec les 4 gènes et de faire du conditionnel, on va avoir des virus, et les virus vont comporter, alors ils pensent que sur les 4 gènes, il y en a un qui est particulièrement apte à donner des cancers, donc ils en prennent que 3, et ils mettent les 3 dans 3 virus donnés. Et ils mettent ce virus-là dans la cavité oculaire de la souris. Hein. L'œil est un bon endroit parce que ça limite, si vous voulez, les dégâts se font uniquement dans un endroit qui est limité, sur lequel vous pouvez agir. Et en plus, là, ça c'est la structure de la rétine, la lumière arrive comme ça, et ici, il y a des cellules nerveuses qu'on appelle les cellules ganglionnaires, qui sont le nerf optique. Le nerf optique part de ce côté-là. Donc, si je mets des virus avec les 3 gènes en question, ici, dans la cavité optique, je peux avoir, c'est ce qui est marqué en bleu ici, une transformation des neurones en question. Et là encore, je suis sous contrôle de la drogue. L'expression des 3 gènes ne se fera que quand, dans la boisson, j'ajoute la drogue en question. Ou bien quand je la retire. Hein, il y a des manières différentes de procéder. Alors, je vais tout de suite au résultat. Voilà le résultat. Vous avez ici donc l'œil. C'est des souris qui ont 4 semaines d'âge. Là, c'est des jeunes. Vous faites crush, ça veut dire que vous écrasez le nerf optique, ou bien vous mettez des billes à l'intérieur de la cavité optique pour augmenter la pression et faire l'équivalent d'un glaucome. Or, jamais le nerf optique, quand il a été lésé, ne se répare. Et là, vous faites ça ici, puis vous injectez un colorant et vous regardez le résultat qui se passe ici. En principe, le nerf optique lésé ne se répare pas. Et donc, on fait les lésions et on a des animaux traités. Alors, voilà l'observation du nerf optique en question. Ici, c'est les animaux
qui n'ont pas été traités par la drogue, ou plutôt quand on n'a pas ajouté le composé en question. Donc ici, ce sont les neurones qui se sont colorés, et vous voyez qu'ici, il n'y a pas de neurones. Et quand on a effectué le traitement, ici, vous voyez qu'il y a des neurones qui commencent à pousser, c'est le jaune qui est ici. Et donc ça, c'est valable avec des souris de 4 semaines, jeunes, mais ils ont aussi fait avec des souris âgées de 12 mois, et vous voyez que là aussi, par le traitement, par les 3 gènes en question, vous avez de la réparation du nerf optique, ce qui ne s'est jamais vu jusqu'à présent. Donc, c'est des choses qui sont quand même spectaculaires. Voilà. Donc là, je suis arrivé au bout de mon exposé qui est beaucoup trop long. Je donnerai simplement quelques conclusions. Le vieillissement n'est pas général au vivant. L'état de sénescence est un exemple de pléiotropie antagoniste. Le vieillissement est un phénomène cellulaire, objet de recherche très active. L'épigénétique joue un rôle important dans le vieillissement. Elle participe à un réseau dont les liens commencent à être compris, sans qu'on sache encore une fois si on a quelque chose qui observe le vieillissement ou quelque chose qui induit le vieillissement. C'est plutôt vers le deuxième cas de figure que les chercheurs essayent de travailler. Une amélioration de la santé dans le vieillissement est un objectif raisonnable. Voilà, merci. Je suis désolé, j'étais vraiment très long. C'était très bien. Merci Jean-Pierre. Et ça pose énormément de questions, ça donne quelques réponses qui sont pas mal, d'ailleurs ces dernières années. Mais certaines que je n'ai pas comprises. Bon, vas-y. Oui, tu as parlé du rôle du sommeil profond tout à l'heure, mais est-ce que la durée du sommeil joue un rôle? Parce que finalement, actuellement, on dit qu'on dort de moins en moins. Donc, est-ce que c'est un mauvais signe? C'est un mauvais signe, d'après... Oui, ça c'est un mauvais signe, mais dans le cas présent, on ne sait pas. C'est plutôt le sommeil profond. En tout cas, sur la perméabilité, la manière dont on peut laver le cerveau en faisant des expériences de lavage, c'est sur le sommeil profond que ça correspond. Et ces courts traitements là pour régénérer des organes, ça n'induit pas de tumeur, parce que le grand problème c'était ça, oui. Alors, donc les travaux que je viens de citer, les derniers, je ne sais pas si tu as vu, c'est 2019, oui, etc. J'en ai même trouvé encore hier soir. Donc, c'est des choses qui sont en cours pour le moment. Et effectivement, tous sont très attentifs. Celui que j'ai montré là, avec les souris progéria, etc., ils jurent qu'ils n'ont pas observé de problème sur leurs souris. Parce que les gens leur ont dit, OK, vous avez ça, vous publiez ça, c'est normal parce que c'est le bon résultat, mais combien de tumeurs? Ils ont dit, pas de tumeur. Nous, on n'a pas eu de tumeur. Ceci dit, tous les commentaires dans les milieux qui travaillent sur ce sujet disent encore, pour le moment, c'est encore beaucoup trop tôt pour envisager de l'appliquer chez l'homme. Chez l'homme, oui, bien sûr. Il y a les 4 facteurs là dont Yamataka parle, et il y en a un qui s'appelle sémique. Oui. C'est en relation avec un oncogène. Oui, donc c'est celui-là que le gars qui a travaillé sur la vision a éliminé. Ah oui. D'autres questions? Oui, vous avez parlé de la doxycycline. Oui. Et je sais qu'il y a un antibiotique qui s'appelle Oui. la doxycycline, Oui. que moi j'en ai pris. Oui. C'est la même chose. Non, oui. C'est de la cuisine de biologie moléculaire. C'est-à-dire qu'il s'agit de jouer sur des répresseurs, inducteurs, etc., tout ça. Mais ce n'est pas en tant qu'antibiotique que ça joue, c'est sur un système de répression. Induction-répression. Alors, merci encore et on garde l'espoir.